Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Démêlons un peu tout ça. Imaginons une multinationale énorme. Et pendant des décennies, chaque directeur régional gérait les pires plaintes en interne, super discrètement. Puis d'un coup, bam, le siège central s'en mêle et impose un tribunal centralisé, mondial et intraitable. C'est un changement de cap radical, sur le papier en tout cas. Ouais, exactement. C'est un peu la dynamique qui se joue actuellement dans l'Église catholique en France. Aujourd'hui, on fait un vrai décryptage approfondi des notes du collectif Voix libérée sur un récent article du Parisien. La mission, elle est claire. On va décortiquer le fonctionnement de ce nouveau tribunal pénal canonique, national. Pour voir si c'est une vraie révolution ou juste un changement de vitrine, quoi. Voilà. Et je suis assez impatient de voir ça. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut se rappeler ce que le droit canonique. C'est tout simplement le code pénal interne de l'Église. Ce tribunal, il a été mis en place en 2022 et il agit comme une justice parallèle. Indépendante de l'État. C'est ça, avec ses propres juges. Ça fait suite à l'onde de choc du rapport de la CIAZ, tu sais, qui a documenté l'ampleur des violences sexuelles dans l'institution depuis les années 50. Le but affiché, c'est de retirer le pouvoir des mains des évêques locaux pour vraiment centraliser les affaires. Donc on enlève au diocèse la possibilité d'étouffer les dossiers. Sur le papier, c'est majeur. Mais quand on regarde les chiffres de Voix libérée, il y a de quoi bloquer un peu. Ah, la question des chiffres, oui. Ouais, parce qu'entre 2023 et 2025, il y a eu 312 dossiers ouverts. C'est énorme, mais ça n'a mené qu'à 53 procès et à la toute fin, seulement 16 condamnations. C'est un entonnoir extrêmement serré. Pourquoi un tel écart entre les plaintes et les condamnations ? Cet écart, il s'explique beaucoup par la nature même des dossiers. On parle très souvent de faits extrêmement anciens. L'agresseur présumé est parfois déjà décédé, ou alors les preuves matérielles ont tout simplement disparu. Ce qui empêche techniquement de faire un procès. Exactement. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la différence mécanique avec la justice civile. Les tribunaux de l'État, eux, ils sont souvent bloqués par la prescription. Ce tribunal canonique, il a la capacité de lever cette prescription. Ah oui, c'est vrai, c'est un détail important. Un espace de reconnaissance officielle pour des victimes. Des victimes qui trouveraient porte close au pénal classique. Une juridiction centralisée qui écoute enfin, c'est une chose. Mais quand on se penche sur les sanctions appliquées lors de ces 16 condamnations, est-ce qu'on observe un vrai nettoyage ? L'analyse met en lumière l'affaire de l'abbé Tartu. Et franchement, ça laisse perplexe. Je suis d'accord, c'est un cas qui illustre parfaitement les contradictions du système. Cet abbé a été reconnu coupable d'abus sur une vingtaine d'enfants. La sanction, ça a été l'interdiction définitive de tout ministère religieux. C'est-à-dire concrètement ? Il n'a plus le droit de dire la messe en public, ni de diriger une paroisse, ni d'avoir le moindre contact avec des fidèles dans un cadre officiel. D'accord. Attends, on lui interdit d'exercer, mais il n'est pas renvoyé de l'état clérical. Non, il reste prêtre. Mais c'est fou. Il reste prêtre. Et l'argument avancé par le tribunal est hallucinant. Ils disent qu'il vaudrait mieux le garder dans le giron de l'Église pour que l'évêque puisse le surveiller, plutôt que de le remettre, je cite, « dans la nature ». Mais comment on vérifie ça ? Qui vérifie chaque matin qu'il ne dit pas la messe en privé dans son salon ? Personne. C'est tout le problème de cette approche. Il n'y a pas de police des prêtres. L'évêque dépend de la bonne foi de l'individu, ou alors de signalement par hasard. S'il accueille des gens chez lui en secret, personne ne viendra frapper à sa porte. C'est un système de surveillance complètement aveugle au final. Mais le tribunal justifie ça par la peur. La peur qu'un prêtre renvoyé, libéré de toute attache avec l'institution, devienne un prédateur encore plus incontrôlable dans la société civile. Pour le grand public et surtout pour les victimes, c'est un message totalement illisible, quoi. On garde un homme coupable d'abus très graves bien au chaud au sein de l'institution. Ça met en lumière une tension vraiment fondamentale. D'un côté, on a une politique de tolérance zéro qui est affichée, et de l'autre, on a la vieille tradition de l'Église qui privilégie la discrétion et le contrôle interne. Les avancées structurelles sont réelles, le volume de dossiers le prouve, mais une procédure, c'est juste un outil. Sans sanction compréhensible, la crédibilité s'effondre. On ne rebâtit pas la confiance sur des sanctions ambiguës. L'architecture d'une vraie justice est en train d'être bâtie, on le voit bien, mais les fondations vacillent sur l'exécution. Ce qui nous amène à une réflexion finale pour ceux qui écoutent ce décryptage. Une vraie question de fond, oui. Lorsqu'une institution séculaire tente d'adopter des standards de justice moderne, tout en refusant de relâcher le contrôle interne absolu sur ses membres,
peut-elle vraiment éviter le piège d'une justice à deux vitesses? Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.